Amis des schémas, bonjour. Et aujourd'hui, nous allons regarder un schéma que j'apprécie particulièrement, d'ailleurs, qui est envoyé par un certain Philippe de Vendée, et qui va nous montrer pas mal de trucs relativement intéressants. Alors, c'est un schéma qui vient d'une note d'application de Motorola, de différentes applications sur la conversion analogique digitale et digitale analogique. Et ici, c'est le schéma d'un petit voltmètre à faible consommation. Et on va voir qu'il y a pas mal de trucs assez intéressants, je dirais, enfin surtout pour l'époque, c'est relativement, on va dire, avancé. Alors, le cœur de ce schéma, c'est ce circuit ici, qui est un circuit très connu, le MC14433, qui est un circuit qui permettait très facilement de faire un voltmètre numérique, un 2000 points, qui pouvait piloter soit des afficheurs à LED, soit, comme on va le voir, au prix de quelques modifications, des afficheurs à cristaux liquides. Ce circuit, il intègre, on va dire, toute la logique pour faire la conversion analogique digitale. Je crois que c'est basé sur un système dit à double rampe. Je ferai peut-être un jour une vidéo là-dessus. Et ensuite, tout ce qu'on appelle le multiplexage, la gestion des afficheurs. Alors, ici, il est dans une application qui se veut donc être un multimètre déjà portable et donc à faible consommation, ce qui explique le choix d'avoir des afficheurs à cristaux liquides, on va y revenir. Et en même temps, il a quelque chose d'assez intéressant, c'est que, alors non seulement il a changement de gamme automatique, bon, il a que 2 gammes, enfin bon, c'est quand même ça, et surtout, comme on va le voir, il a une détection automatique des mesures alternatives ou continues. Et ça, c'est, enfin, je veux dire, surtout pour l'époque, relativement original. Je vous ai présenté il y a pas longtemps, là, dans un QDN, le petit, je ne sais plus, MT501 ou 510, là, qui faisait ça. Et donc, on va regarder un petit peu comment ça marche. Alors, on va déjà, pour l'instant, regarder la partie affichage. La partie affichage, ces circuits-là, généralement, donc, ils sont multiplexés. Donc, lui, il sort ici en binaire la valeur de chaque digit. Et il sélectionne ici le digit de façon séquentielle, assez vite, de façon à faire, j'en avais déjà parlé aussi, un multiplexage. Donc dans l'utilisation normale de ce circuit, généralement, on met ici un décodeur, genre 4511, le célèbre 7447, enfin voilà, un décodeur, on va dire, de BCD vers 7 segments. Et derrière, les lignes ici des digits, les DS c'est pour digit select, vont permettre de sélectionner tour à tour les anodes ou cathodes communes des afficheurs de façon à ce qu'ils s'illuminent les uns les autres, c'est le principe du multiplexage. Alors ici, ça a été fait un petit peu différemment dans la mesure où on recherchait un affichage à cristaux liquides. Alors l'affichage à cristaux liquides a cette particularité qu'il faut les alimenter en alternatif. Et non seulement en alternatif, ça consomme très peu, mais il faut une tension alternative, et une tension alternative la plus symétrique possible. Donc cette tension alternative, elle est faite ici par cet oscillateur. Donc là, on voit qu'ils ont utilisé une moitié de MC1458. Cet ampli up, il est monté dans une configuration très connue, qui est celle du trigger de Schmitt, en fait, j'en ai déjà aussi parlé. Il fonctionne en comparateur, avec, comme on le voit ici, cette réaction positive sur l'entrée plus, ce qui lui donne l'hystérésis nécessaire à l'oscillation. Donc on se retrouve ici avec un signal à peu près carré, à 200 Hz, à peu près compris dans les limites de l'alimentation, à ceci près bien sûr que le 1458 étant pas rail to rail, on va dire il va y avoir une tension de 1 ou 2 volts de déchets ici. Alors ils ont réutilisé ici une des bascules disponibles, qu'on voit qu'ils ont utilisé un 4013 qui contient 2 bascules D, donc une autre qu'on verra tout à l'heure. Et elle est montée ici en diviseur par 2, ce qui va avoir aussi comme effet d'avoir un signal ici très très symétrique. Donc là, normalement, le rapport cyclique devrait déjà être assez proche de 50%, mais le fait d'avoir ajouté ça, je veux dire, lui donne une assurance quasiment bien meilleure, et c'est important. Enfin, je veux dire, plus le duty cycle est proche de 50%, mieux c'est pour les afficheurs à cristaux liquides. Ce signal ici, donc qui sera divisé par 2, par la bascule, sera ici donc de 200 Hz. Et ça va alimenter, on va dire, les parties communes des afficheurs à cristaux liquides. Donc c'est ça qui va leur permettre déjà d'être alternatifs. Après, ça utilise les 4543, qui sont aussi des décodeurs BCD 7 segments,
ici, de façon à les piloter les cristaux liquides. Bon, je vais pas passer trop de temps. Hein, si vous voulez voir comment ça fonctionne, hein, je vous conseille d'aller voir les datasheets hein, du 4543. On le trouve très très facilement. Ce décodeur-là, il a ce qu'on appelle un latch, hein, qui va permettre, en gros, de mémoriser la valeur que on veut ici afficher. Et le latch, comme on le voit, il est piloté, en gros, par le système de multiplexage. C'est-à-dire que quand le digit est sélectionné, hein, c'est-à-dire quand la valeur ici est celle qui correspond au digit, eh ben, le signal qui arrive normalement, qui sert à sélectionner l'afficheur, en fait, ici, sélectionne le latch, et donc mémorise la valeur pour ce digit-là. Donc voilà, ici c'est toute la partie, on va dire, affichage. Alors après, ce qu'on peut regarder, alors on peut bien sûr aussi voir l'alimentation, donc c'est prévu pour avoir une alimentation symétrique. L'alimentation symétrique est surtout requise ici de façon à pouvoir gérer justement des tensions négatives. Donc là c'est prévu pour une alimentation par deux batteries de 9 volts. Même le 443 a une très bonne réjection de l'alimentation, il n'y a pas besoin d'avoir une régulation supplémentaire. Ce qui fait en partie la précision, c'est la tension de référence. Et elle, par contre, on voit qu'elle est faite par ce circuit, qui est une référence de tension dont la tension de sortie est via ce diviseur potentiométrique disponible ici. Donc le P2 va permettre en gros d'étalonner l'appareil. C'est-à-dire que pour le faire, on va mettre la tension assez proche de la tension la plus haute à l'entrée et régler ici P2 de façon à ce que l'affichage soit celui de la tension d'entrée. Donc voilà pour la partie alimentation. Alors si on regarde ensuite le système d'entrée, donc la tension à mesurer arrive ici, donc sur une résistance de 10 mégohms, ce qui va lui donner cette impédance d'entrée très élevée qui est généralement requise pour les voltmètres électroniques. Là on voit ces deux diodes Zener, ça c'est une protection. C'est-à-dire que si on met plus de tension à l'entrée, ça va ici écréter, de façon à protéger le système, sachant qu'avec 10 mégohms en entrée, on peut quand même mettre, pas mal. Alors là, on va avoir justement la détection alternative continue. On va parler tout à l'heure de la partie alternative. Donc pour l'instant, on va raisonner qu'en continu, donc on va admettre que cet interrupteur ici est fermé. Et on arrive là sur ce diviseur avec la possibilité, justement, de fermer ici cet interrupteur de manière en fait à apporter un facteur de division supplémentaire sur la tension d'entrée. C'est ça qui fait en gros le changement de gamme, ce qui permettra de mesurer une gamme plus élevée. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est qu'ici ces interrupteurs là, c'est pas des vrais interrupteurs, c'est ce qu'on appelle des interrupteurs analogiques. On voit ici, ça vient du MC 4066, qui est un circuit justement très connu qui contient 6 interrupteurs comme ça, si je ne m'abuse, et qui sont donc, on va dire, pilotés. On peut le voir en fait comme une sorte de relais. Mais je veux dire, c'est un relais statique, c'est fait avec des transistors. Alors justement, qu'est-ce qui commande ici l'overflow? Si on regarde, on suit ici le signal de commande, on voit qu'il vient ici sur cette bascule qui est commandée par le OR qui est en fait l'overrange. Donc l'idée, c'est que si à un moment donné, lors d'une mesure, le circuit ici indique un overrange, c'est-à-dire que la tension d'entrée dépasse la capacité, ça va mettre ici cette bascule, et cette bascule, si on regarde la sortie, elle va avoir pour effet et de fermer ici l'interrupteur, donc de diviser la tension d'entrée, et ce qui aura pour effet d'éteindre ici le point décimal. On voit que en gros, selon les gammes, la virgule ici est allumée ou pas. Et on voit qu'ici, cette bascule est remise à 0 sur une des conditions aussi décodées de l'affichage, pour bien sûr revenir à la gamme inférieure s'il y a besoin. Donc voici ici pour tout le système d'entrée. Alors une fois que on a cette atténuation, on arrive ici dans tous les cas donc sur un amplificateur à haute impédance qui va permettre de bufferiser, on va dire, le signal d'entrée. Le fameux LM310, c'est un suiveur de tension, donc en gros qui de façon interne a été conçu pour ça. C'est pour ça dire qu'il a ce schéma où on voit que la sortie est reliée sur l'entrée de façon interne. Mais c'est un circuit donc qui présente une très haute impédance d'entrée. Alors, on voit ici le réglage d'offset. Donc ce réglage ici P1, dans la mesure où il joue sur l'offset de ce circuit, va permettre de régler le 0.
Donc pour régler ça, c'est très facile, hein. Il suffit de court-circuiter l'entrée et de tourner ici P1 jusqu'à temps qu'on ait 0 sur l'affichage. Et donc ici à la sortie, le signal de sortie en continu, il arrive directement ici sur l'entrée du convertisseur et ça permet de mesurer la tension. Alors c'est là qu'on va avoir la partie ensuite alternative. Alors comment c'est fait? Déjà il y a le fait de détecter le fait que c'est une tension alternative. Alors pour ça c'est fait comment? Eh bien on voit ici que le signal de sortie ici bufferisé, il arrive sur cet ampli hop ici qui est monté en comparateur. Hein, on voit par rapport à la masse. Et donc sa sortie là va donner un signal qui est égal à 1 ou 0 selon que le signal est positif ou négatif. Et ce signal, de façon très rusée, il pilote un compteur. Hein, le 4022, c'est une cascade de bascules. Et l'idée, c'est que il va servir d'horloge à ce compteur. C'est-à-dire que le compteur il va ici s'incrémenter à chaque fois. Et s'il s'incrémente un nombre de fois suffisant, c'est-à-dire qu'a priori il y a un signal qui varie assez vite, eh bien on voit qu'il va ici déclencher cette bascule. Et c'est elle qui fait en gros la commutation, soit alternative, soit continue. Hein, donc l'idée c'est qu'à chaque fin de conversion, cette bascule ici, elle est échantillonnée, et en même temps, ça remet à 0 le compteur. Donc imaginons que le signal est continu, c'est-à-dire que le compteur ici, il se remet à 0, et ici, il va rester à 0 dans la mesure où, comme le signal d'entrée change pas, au moment où ça va être ici échantillonné, eh ben la bascule ici sera pas déclenchée. Si par contre, ici, on a un signal alternatif, donc le compteur va ici compter, et au moment de la fin de conversion, eh ben, il va ici échantillonner la bascule, et à ce moment-là, comme ici, la sortie sera sans doute à 1, vu le nombre d'impulsions comptées, et ben ici il détectera bien assez. Alors là, il y a un truc qu'il faut comprendre qui est pas forcément évident, c'est que on voit que le reset et l'échantillonnage de la bascule sont sur la même ligne. Mais il faut pas oublier que ça marche sur des fronts, c'est-à-dire que lui, il va échantillonner le signal ici sur le front avant que, on va dire, le reset ici joue. Donc voilà, donc cette partie-là est donc la partie qui va permettre de détecter ou non la présence d'un signal alternatif de fréquence suffisante. Et ensuite, quand il détecte assez, qu'est-ce qu'il fait? On voit que là, il va ouvrir cet interrupteur-là qui a pour effet de ne laisser passer que la composante continue. Hein, c'est ce condensateur. Et il va commuter ces deux switches de façon à faire que l'entrée du convertisseur ne vienne plus directement sur la sortie, mais passe sur ce circuit-là. Et ce circuit-là, il nous rappelle très fortement, et je vais pas y revenir, celui que je vous ai présenté la dernière fois dans la série schéma, c'est un convertisseur de précision alternative continue. Alors, la seule différence qu'il y a avec ce que je vous ai présenté la dernière fois, c'est la présence de ces deux condensateurs. Le schéma que je vous ai présenté la dernière fois, c'était un redresseur parfait, un amplificateur de valeur absolue, qui donnait toujours un signal positif. Mais si on lui mettait un signal alternatif à l'entrée, c'est un petit peu comme une sortie d'un pont redresseur, on avait un signal alternatif, je veux dire, qui variait entre la masse et l'alimentation positive. Mais la présence ici de ces deux condensateurs va transformer, on va dire, l'ampli ici, qui était un amplificateur différentiel, en amplificateur différentiel intégrateur, ce qui va en fait faire que quand le signal varie très vite, on aura en sortie la valeur moyenne du signal, et là on aura une tension, je veux dire, a priori continue, qui va être donc proportionnelle à la valeur absolue, on va dire, du signal alternatif en entrée. Et à ce moment-là, on peut voir que grâce à ce potentiomètre-là, on peut régler la division de façon à ce que la tension affichée soit bien égale à la tension efficace du signal alternatif. Alors attention, ce truc-là, c'est pas un RMS. Je veux dire, on le règle pour un signal alternatif. Ça sera faux si on mesure une forme de signal différente. Et pour finir, ce réglage-là, encore une fois, c'est l'offset. Il permet d'ajuster l'offset de l'amplificateur ici au différentiel, de façon aussi à avoir 0 quand il n'y a pas de tension en entrée. Donc voilà pour ça. Bon, ici, on va pas en parler, c'est des découplages, des filtrages pour l'alimentation. Et ce réseau ici sert en fait de l'horloge interne du convertisseur. Donc voilà pour ce schéma qui, comme on peut le voir, je trouve est assez intéressant. Il y a pas mal de
de techniques assez différentes dedans. Et, alors c'est vrai que c'est un vieux schéma, hein, mais je peux dire, enfin je suis sûr qu'il marche encore. D'ailleurs, si un jour vous voulez vous faire un petit voltmètre comme ça automatique, vous pouvez aussi, pourquoi pas, on le trouve encore facilement ce circuit-là. Rien n'oblige ici à mettre que du cristaux liquide. On peut bien sûr aussi mettre des afficheurs LED, comme c'est prévu normalement pour ce circuit. Voici pour cette explication d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura intéressé. Aujourd'hui en Vendée il fait pas super beau, mais il paraît encore qu'il va faire très très chaud la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y a, Maurice? Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu ne crois pas, toi, au réchauffement climatique? Ah bah moi non plus, hein. Justement, hein, j'en parlais avec mon pote Pierre, hein, qui produit des bananes à Camaret, hein. Tout ça c'est des conneries. Enfin donc voilà, et ben je vous rappelle, hein, pour info, donc je fais un live, hein, donc demain soir, hein, pour ceux qui seraient intéressés pour me poser des questions en live. Et je vous souhaite à tous donc soit des bonnes vacances, soit un excellent week-end. Et à très bientôt bien sûr pour de nouvelles vidéos.